Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle conférence dédiée aux patients fibrose pulmonaire idiopathique. Je suis Jean-Michel Fourier, je suis le président de la PEFPI et moi-même patient FPI diagnostiqué en 2017. Dans le cadre du programme JOS contre la fibrose et aussi en cette semaine internationale de la FPI, notre association et Roche ont collaboré pour vous proposer cette nouvelle conférence, c'est la 6e, sur le thème des explorations fonctionnelles respiratoires, qu'on connaît tous sous le nom de EFR. Donc, tout d'abord, le docteur Irina Enake, qui est maître de conférence des universités et praticien hospitalier en pneumologie, physiologie et exploration fonctionnelle au nouvel hôpital civil de Strasbourg, fera le point sur l'anatomie et la physiologie respiratoire. Et ensuite, le docteur Thomas Gilles, également maître de conférence universitaire et praticien hospitalier en pneumologie, physiologie et exploration fonctionnelle à l'hôpital Avicenne-Bobigny, nous parlera de l'évaluation de la fonction respiratoire. Et quant à moi, je me ferai votre porte-parole pour relayer vos questions. Pendant la conférence, vous pourrez poser vos questions à l'aide du chat qui se situe à droite de l'écran. Cette conférence sera enregistrée de manière à être disponible en replay dans les prochaines semaines. Et puis enfin, vous avez des documents en bas de votre écran. Vous devez avoir des documents que vous pouvez télécharger pendant les conférences ou après à votre volonté. Voilà, donc je vais laisser Dr Enake, je vais vous passer la parole. Faites-nous retourner sur les bancs de nos études en anatomie pour nous expliquer à quoi servent ces poumons qui nous sont si chers et si malades. Bonjour à tous, je suis Dr Enake et j'aimerais d'abord remercier M. Fourier et les laboratoires de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui, à vous rappeler également quelques notions d'anatomie et de physiologie respiratoire. Ces notions sont importantes à mon sens pour comprendre les modifications que la fibrose pulmonaire induit dans les poumons, pour comprendre également pourquoi apparaissent des symptômes comme la dyspnée ou des signes comme le manque d'oxygène, et aussi pourquoi on fait au diagnostic et au cours de suivi ces fameuses explorations fonctionnelles respiratoires. Donc voici le plan de mon exposé d'aujourd'hui. D'abord, la physiologie respiratoire, qu'est-ce que c'est? Elle s'occupe de l'étude des échanges gazeux entre l'organisme et l'air ambiant, c'est-à-dire de l'oxygène et du gaz carbonique. Pour les organismes unicellulaires qui vivent dans un milieu aquatique, ces échanges se font par simple diffusion, c'est-à-dire un échange qui suit le gradient de concentration entre le milieu ambiant et l'intérieur de la cellule, parce que la cellule est en contact direct avec ce milieu ambiant. Mais au fur et à mesure de l'évolution vers les organismes pluricellulaires plus complexes, cette diffusion ne pouvait pas se faire de façon directe pour chaque cellule parce que toutes les cellules ne sont pas en contact avec le milieu extérieur. Donc, il a fallu évoluer vers des organes respiratoires associés à un système circulatoire pour permettre d'une part la diffusion, mais aussi le transport d'oxygène vers toutes les cellules de l'organisme qui l'utilisent. Donc, la diffusion pour ces organismes complexes, comme les mammifères, comme l'homme, se fait à travers une grande et fine surface qui est comprimée dans un petit espace, comme la cavité thoracique, à l'abri de la déshydratation. Cette membrane doit rester humide en permanence et à l'abri des lésions parce qu'elle est très délicate et très sensible à des différents irritants ou des microbes. Donc, l'évolution s'est faite vers l'internalisation d'une grande surface de 80 à 100 mètres carrés dans une cavité thoracique qui fait 4-5 litres au plus. La respiration externe, ou ce qu'on comprend habituellement par la respiration, est divisée en 4 processus. La ventilation, qui représente la mobilisation d'un volume d'air entre l'atmosphère et les poumons. La diffusion alvéolo-capillaire, qui représente l'échange proprement dit d'oxygène et de gaz carbonique entre les poumons et le sang. Ensuite, le transport d'oxygène et du gaz carbonique par la circulation. Et en dernière, l'échange d'oxygène entre le sang circulant et les cellules qui l'utilisent par le biais des petites usines énergétiques à l'intérieur des cellules qui sont les mitochondries.
Nous, on va discuter les deux premiers processus, donc la ventilation et la diffusion alvéolo-capillaire, qui sont modifiés dans la fibrose pulmonaire. Avant de discuter, quelques rappels d'anatomie pour mieux comprendre ces processus. Donc, comme vous le savez très bien, on a deux poumons, droit et gauche, qui sont abrités dans la cage thoracique. La cage thoracique est formée des côtes, des vertèbres et du sternum, et les poumons reposent sur le diaphragme, qui est le muscle respiratoire principal et qui sépare la cavité thoracique de l'abdomen, comme vous pouvez voir ici. Mais les poumons ne respirent pas tout seuls. En fait, c'est la cage thoracique qui est mobilisée par les muscles respiratoires, le diaphragme et les muscles qui se trouvent entre les côtes, les muscles intercostaux. Et le poumon va suivre cette cage thoracique grâce à la plèvre. En fait, la plèvre est formée de deux feuillets, un qui couvre le feuillet viscéral qui couvre les poumons et un feuillet pariétal qui tapisse l'intérieur de la cage thoracique. Ces deux feuillets glissent l'un sur l'autre grâce à un film liquidien, comme deux carreaux de verre très fins qui glissent l'un sur l'autre sans pouvoir les décoller. Si on parle des voies aériennes, elles commencent par les cavités nasales et la cavité buccale qui a le rôle d'humidifier et de réchauffer l'air qu'on inspire, le pharynx, le larynx, la trachée, les deux branches principales droite et gauche qui se divisent à leur tour jusqu'aux plus petites bronchioles en périphérie du poumon. La dernière bronchiole, c'est la bronchiole terminale. Ensuite, des bronchioles respiratoires qui ont des alvéoles qui ébauchent sur leurs parois et qui finissent dans les sacs alvéolaires que vous pouvez voir représentés ici. Donc, les échanges gazeux d'oxygène et de gaz carbonique, en fait, ont lieu au niveau des alvéoles. C'est pour ça qu'on appelle les alvéoles comme les éléments fonctionnels des poumons, parce que c'est là qu'ont lieu les échanges gazeux. Néanmoins, ces voies respiratoires n'ont pas que le rôle de transporter l'air, n'ont pas que le rôle des conduits d'air, elles ont un très important rôle de filtre des microparticules et des microbes qui pénètrent avec l'air inspiré. Et ce filtre se fait grâce à ces cellules ciliées, donc ces cils qui se trouvent ici au niveau d'une extrémité de la cellule bronchique et qui sont couverts d'une couche de mucus. Et dans ce mucus sont piégés les différents microparticules, les différents microbes pour les empêcher justement d'arriver au niveau des alvéoles et de la membrane alvéolo-capillaire qui est très très sensible. Ces cils peuvent être détruits en partie ou paralysés par des différents irritants à long terme, comme par exemple le tabac, comme par exemple les polluants de l'air qu'on respire ou différents toxiques inhalés en milieu de travail. Et quand ces cils sont paralysés, le mouvement d'explosion des microparticules, des microbes vers l'extérieur, vers le pharynx, ne se fait plus de façon synchrone, comme un tapis roulant dans un aéroport, mais le mucus va stagner, les bactéries vont proliférer, le filtre ne va plus fonctionner et les microparticules peuvent arriver plus facilement au niveau des alvéoles. D'où toute l'importance de ce filtre mucociliaire qu'on a dans les bronches. Si on se focalise sur la zone alvéolaire, comme vous l'avez représenté ici à droite, elle commence donc par une bronchiole respiratoire qui a déjà des petits alvéoles dans ses parois et finit par les sacs alvéolaires que vous voyez représentés ici. Ces sacs alvéolaires sont tapissés, sont couverts de nombreux capillaires qui proviennent des ramifications de l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire suit les mêmes ramifications que les bronches et se termine par des capillaires qui sont représentés ici en bleu, qui transportent le sang veineux pauvre en oxygène pour être réoxygéné et qui sera ensuite collecté dans des vénules et des veines pulmonaires qui vont arriver dans la partie gauche du cœur pour qu'ensuite soient transportés dans tout l'organisme. Si on fait encore un focus plus précis sur l'alvéole, ici, ces alvéoles sont tapissées de cellules qu'on appelle des pneumocytes du type 1, vous voyez, représentés avec le noyau bleu. À l'intérieur, il y a des macrophages qui sont des gardiens qui peuvent avaler, phagocyter les différents microbes, les différentes microparticules.
Et ces alvéoles sont tapissés, comme on l'a vu, par des capillaires pulmonaires que vous voyez en section ici. Donc, la membrane alvéolo-capillaire que vous pouvez voir ici en section, elle est très fine, elle est représentée des cellules épithéliales, donc de la paroi de l'alvéole, de la paroi du capillaire, cellules endothéliales, et des membranes basales fusionnées des deux types de parois. Donc, c'est une membrane très fine qui a 0,2 à 1 micron. Et le temps de transit d'un globule rouge que vous voyez ici à l'intérieur d'un capillaire, à travers une zone d'échange, donc à travers une surface alvéolaire, est de 0,75 secondes, donc 3/4 de seconde. Mais dans la fibrose pulmonaire, cette membrane alvéolo-capillaire est profondément modifiée. Donc, les lésions induites au niveau des pneumocytes du type 1 par des différents irritants, par des différents microbes qu'on ne connaît pas encore très bien, vont déterminer la sécrétion des médiateurs, des substances qui vont faire appel à des cellules réparatrices, comme les fibroblastes, sauf que cette réparation sera excessive, inappropriée, et va conduire à une accumulation trop importante des fibroblastes, un épaississement de la membrane alvéolo-capillaire, comme vous voyez ici, donc c'est l'alvéole et ici le capillaire, et la membrane alvéolo-capillaire deviendra épaissie, cicatricielle, trop riche en collagène et va constituer du coup un obstacle au passage de l'oxygène et plus tard même du gaz carbonique. Donc, d'une architecture normale, comme vous voyez ici à gauche, d'un poumon normal, avec des alvéoles bien rondes, sphériques, couvertes par de nombreux capillaires, on passe dans la fibrose pulmonaire à une architecture déstructurée avec des alvéoles déformées, avec des tractions sur les petites bronchioles, avec une infiltration du tissu cicatriciel entre les sacs alvéolaires, la disparition partielle des capillaires qui sont englobés dans ce magma fibreux. Et donc, on imagine que les échanges d'oxygène se font bien plus difficilement. Pour terminer avec les notions d'anatomie, quelques mots sur la circulation pulmonaire que vous voyez ici encadrée en rouge. Donc, la circulation pulmonaire commence dans la partie droite du cœur par l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire transporte tout le sang veineux pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique vers les poumons pour se débarrasser du gaz carbonique et s'enrichir en oxygène. Et une fois que les échanges gazeux sont réalisés au niveau des alvéoles, le sang oxygéné est transporté par les veines pulmonaires dans la partie gauche du cœur. De cette partie gauche, ensuite, va partir la circulation systémique et va distribuer l'oxygène dans tous les organes. Donc, une des particularités de cette circulation pulmonaire, c'est que dans les artères pulmonaires, on a du sang veineux pauvre en oxygène, et dans les veines pulmonaires, on a du sang artériel riche en oxygène, l'opposé de la grande circulation, de la circulation systémique. Maintenant, on va passer à la physiologie respiratoire, à deux processus qu'on a rappelés en début de l'exposé, donc la ventilation et la diffusion. Donc, comme vous voyez ici, c'est représenté les voies respiratoires avec les alvéoles. Le passage d'air de l'extérieur vers les alvéoles et l'inverse des alvéoles vers l'extérieur constitue la ventilation. Et ensuite, le passage d'oxygène et du gaz carbonique entre l'air alvéolaire et la circulation pulmonaire, le sang qui est dans les capillaires pulmonaires, s'appelle diffusion. Donc, c'est les deux processus qu'on va aborder. D'abord, la ventilation. La ventilation donc, représente l'échange d'air entre l'atmosphère et les alvéoles afin de renouveler en permanence l'air alvéolaire, de l'enrichir en oxygène. Donc, l'inspiration, comme vous le savez très bien, c'est le mouvement d'air de l'extérieur vers les poumons. C'est un phénomène actif qui nécessite la contraction des muscles respiratoires qui vont mobiliser la cage thoracique et par la plèvre vont distendre les poumons, alors que l'expiration, c'est le mouvement inverse de sortie d'air des poumons vers l'extérieur. Et on distingue la respiration du repos et la respiration forcée maximale quand on peut inspirer ou expirer plus d'air que lors d'une respiration tranquille. Ça, c'est important parce que c'est ça qu'on vous demande de faire lors des explorations fonctionnelles respiratoires. Mais comment respirent proprement dit les poumons? Donc, comme vous le savez de la météorologie de partout,
le flux d'air se déplace toujours des régions de haute pression vers les régions de basse pression. Et sont les muscles respiratoires qui ont le rôle de créer ces différences de pression en mobilisant la cage thoracique. Donc, à l'inspiration, le diaphragme va descendre vers le bas, il va se contracter, donc de sa forme de coupole va passer à une forme un peu plus aplatie, donc va descendre vers le bas, et ça va augmenter le volume de la cage thoracique. Également les muscles intercostaux qui participent à cela, donc le volume de la cage thoracique va augmenter, et puisque les poumons, on a vu, sont solidarisés par la plèvre à la cage thoracique, les poumons vont suivre, vont se distendre, vont augmenter leur volume, et quand le volume augmente, la pression va diminuer à l'intérieur. Le produit pression-volume doit rester constant. Donc, augmentation du volume, chute de pression dans les poumons par rapport à l'atmosphère extérieure. Et du coup, ça va faire un appel d'air, une entrée d'air de l'extérieur vers les alvéoles. Donc, ça, c'est l'inspiration. À l'expiration, le diaphragme revient à sa position de repos en forme de coupole. La cage thoracique va diminuer du volume. Elle va comprimer les poumons qui vont diminuer à leur tour leur volume. Et du coup, la pression à l'intérieur des poumons va augmenter et ça va permettre d'expulser l'air à l'extérieur, donc une sortie d'air, jusqu'à ce que les pressions à l'intérieur du poumon et la pression atmosphérique s'égalisent. Donc, c'est l'expiration. Donc, quand on inspire vers le haut, quand on expire vers le bas, on mobilise un volume d'air qui s'appelle volume courant. Il est noté VT, mais c'est le volume courant, c'est-à-dire le volume à chaque inspiration, à chaque expiration, qui est chez un adulte d'environ 500 000 litres au repos. Donc, c'est ce qu'on mesure quand on vous demande lors des EFR de respirer tranquillement. Une inspiration, une expiration forment ce qu'on appelle un cycle respiratoire. Et le nombre de cycles respiratoires par minute donne la fréquence respiratoire. Mais au-delà d'une respiration calme du repos, comme on l'a vu, on peut inspirer encore plus de volume jusqu'on gonfle les poumons au maximum. Ça s'appelle volume de réserve inspiratoire. Et pareil, au-delà d'une expiration calme, on peut encore vider les poumons par un volume qui s'appelle volume de réserve expiratoire. Donc la somme du volume de réserve inspiratoire, expiratoire et du volume courant donne ce qu'on appelle la capacité vitale. Et cette capacité vitale, on peut la mesurer de deux façons. Soit de façon calme, lente, c'est-à-dire qu'on vous demande d'inspirer au maximum et puis de vider jusqu'à vous ne pouvez plus, ou de vider d'abord et puis d'inspirer au maximum. C'est ce qu'on appelle la capacité vitale lente. Ou plus couramment et plus rapidement et fait partout au monde, c'est la capacité vitale forcée quand on vous demande d'inspirer au maximum et de vider le plus vite et le plus fort possible. Ça s'appelle la capacité vitale forcée. En gros, chez un sujet, les deux sont à peu près égales. C'est chez les patients porteurs du BPCO que la CVL est plus importante que la CVF. Mais chez les autres sujets, elle est à peu près égale. Les deux valeurs, les deux CV sont égales. Et dans la fibrose pulmonaire, justement, la capacité vitale diminue avec la progression de la maladie. C'est pour ça qu'on va la mesurer régulièrement. Mais pourquoi elle diminue? Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle soit de plus en plus diminuée au fur et à mesure que la maladie progresse? Pour cela, il faut comprendre quelques notions de mécanique ventilatoire. C'est-à-dire de comprendre qu'à la contraction des muscles respiratoires qui mobilisent la cage thoracique et du coup les poumons, s'opposent des résistances statiques et des résistances dynamiques. Les résistances statiques qui nous intéressent, c'est la structure élastique du poumon et du thorax qui va s'opposer à la distension motrice de la cage thoracique. Et pour cela, vous savez très bien que la structure normale du poumon, c'est une structure élastique qui est obtenue grâce à la connexion des différentes fibres qui forment le tissu pulmonaire. Et que ces fibres sont modifiées dans la fibrose pulmonaire, comme vous voyez ici à droite, c'est-à-dire qu'il y a trop de collagène. L'architecture du poumon, comme vous l'avez vu, elle est modifiée et le poumon devient plus rigide, plus fibreux. Donc, pour comprendre les notions qui suivent, je vous invite à imaginer que vous gonflez un ballon d'anniversaire, un ballon classique d'anniversaire. Donc, quand vous gonflez un ballon, vous soufflez de l'air à l'intérieur du ballon pour créer une pression
on appelle ça pression transmurale, qui va essayer de vaincre la pression élastique du ballon, qui va essayer de faire revenir le ballon à son volume initial. Donc, vous gonflez le ballon va opposer une résistance qui est la pression élastique, et le volume final du ballon va dépendre du rapport entre la pression transmurale que vous avez induit en soufflant à l'intérieur du ballon et la pression élastique qui tend à faire revenir le ballon à son volume de repos. Donc, pour le poumon, c'est pareil, c'est comme un ballon, c'est tout objet tridimensionnel élastique. Il a une capacité de distension qui s'appelle compliance. Donc, c'est comment se distend le poumon. On appelle ça compliance pulmonaire. C'est différent de l'élasticité. L'élasticité, c'est la capacité du poumon à revenir à sa position de repos. C'est pareil qu'un short cycliste, quand vous l'achetez, il est difficile à enfiler parce qu'il est difficile à distendre, mais quand vous le déshabillez, il revient à sa position initiale, à sa forme d'achat. Alors qu'au fur et à mesure de lavage et de portée, le short va être facile à enfiler, il aura une compliance élevée, mais quand vous le déshabillez, il ne va plus être élastique, il va rester déformé. Donc, la compliance, c'est la variation du volume pulmonaire par unité de pression développée par le travail des muscles inspiratoires. Et pour vous donner une ordre d'idée de cette compliance, pour un poumon normal, il faut environ 2,5 cm d'eau, c'est une unité de mesure de la pression développée par les muscles respiratoires, pour mobiliser le volume courant de repos de 500 ml. Dans une fibrose sévère, il faut 50 cm d'eau, donc beaucoup plus de travail des muscles respiratoires pour mobiliser le même volume. Donc, dans la fibrose pulmonaire, la compliance diminue au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Et cette compliance abaissée explique pourquoi la capacité vitale diminue. Malgré le travail des muscles respiratoires, le poumon est de plus en plus difficile à distendre, à étirer. Et cette compliance basse explique aussi en partie l'essoufflement à l'effort, parce qu'à l'effort, on a besoin de plus de ventilation, on a besoin de plus de volume inspiré, mais comme le volume inspiré ne peut pas augmenter à cause de cette compliance abaissée, c'est la fréquence respiratoire qui va augmenter en essayant de compenser et de faire monter la ventilation. Et cette respiration trop rapide avec petit volume inspiré n'est pas rentable, est trop consommatrice en oxygène par les muscles respiratoires et fatigante, et c'est ça qui explique pourquoi l'effort s'arrête précocement et pourquoi le patient est dyspnéique. Maintenant, quelques mots sur la diffusion alvéolo-capillaire, donc le passage d'oxygène et du gaz carbonique entre l'air alvéolaire et le sang de la circulation pulmonaire. Cette diffusion alvéolo-capillaire est mesurée à l'aide du monoxyde de carbone. Pour des raisons techniques, on ne peut pas mesurer directement la diffusion de l'oxygène. Donc, elle est mesurée par ce qu'on appelle DLCO ou TCO, c'est la même chose, transfert du CO ou diffusion of lung for CO, donc c'est la même chose. Donc, un gaz qui traverse une membrane va suivre son gradient de pression, c'est-à-dire il va traverser cette membrane en passant d'une pression plus élevée à une pression plus faible. Et le débit du gaz qui va traverser cette membrane va dépendre déjà de la surface de la membrane, de son épaisseur. Plus elle épaissit, plus difficilement le gaz va passer, des caractéristiques du gaz, en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, l'oxygène, le gaz carbonique, et donc de la différence de pression d'un côté et de l'autre de la membrane. Ce qui sera modifié dans la fibrose pulmonaire, c'est cette membrane, donc sa surface et son épaisseur. Donc, comme vous l'avez vu et comme vous le connaissez, cette membrane alvéolo-capillaire est épaissie dans la fibrose pulmonaire, donc il y a plus de distance à parcourir entre l'air alvéolaire et le globule rouge du capillaire pulmonaire. Vous avez vu que cette surface de la membrane est réduite par ce tissu cicatriciel de collagène qui s'infiltre un peu partout. Donc, on a une membrane épaissie et une surface d'échange réduite par rapport à la normale. Et pour comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans la FPI, on va prendre d'abord l'exemple d'un sujet normal au repos. Donc, vous avez ici représenté un alvéole
avec une pression en oxygène dans l'alvéole de 100 mmHg, et ici un capillaire pulmonaire de la circulation pulmonaire qui va transporter le sang pour que les échanges gazeux se font. Donc, à l'arrivée dans la zone d'échange, la pression partielle en oxygène est de 40 mmHg. Donc, on a une différence de pression de 60 mmHg qui va faire que l'oxygène va passer de l'alvéole dans le capillaire, va se fixer l'oxygène sur l'hémoglobine du globule rouge, et les pressions entre l'alvéole et le capillaire vont s'égaliser très vite. Vous voyez ici sur le graphique, la pression dans le capillaire va arriver vite à 100 mmHg à seulement un tiers du temps de passage du globule rouge dans le capillaire. Donc, le sang à la sortie de cette zone d'échange aura une pression partielle de 100 mmHg sans problème. Si le sujet fait un effort, même un effort intense, la diffusion se fait toujours tout aussi bien, parce que même si le temps de passage du globule rouge sera diminué, parce que le sang passe plus vite, on augmente le débit cardiaque à l'effort, il y a toujours le temps que les pressions entre l'alvéole et le capillaire s'égalisent, et la pression de sortie va être toujours de 100 mmHg pour l'oxygène. Donc, pas de problème à l'effort. On a une réserve de diffusion entre 0,25 et 0,75 secondes qui est suffisante pour des différentes intensités de l'effort chez le sujet qui n'a pas de pathologie respiratoire. Qu'est-ce qui se passe si on est porteur d'une fibrose pulmonaire? La membrane alvéolo-capillaire est épaissie, donc ça va constituer un obstacle à l'égalisation des pressions entre l'air alvéolaire et le sang capillaire à l'arrivée. Donc, s'il s'agit d'une fibrose modérée, l'équilibre ne va pas se faire dans 0,25 secondes, mais dans 0,75 secondes, il y a quand même le temps que la diffusion se fasse correctement, que les pressions s'égalisent. Et dans une fibrose modérée, on peut avoir une pression de sortie plus ou moins proche de 100 mmHg. Par contre, si la fibrose est sévère, donc si la membrane est très épaisse et réduite en surface, même les 0,75 secondes ne vont pas suffire pour que les pressions s'égalisent, et donc la pression de sortie dans le capillaire sera bien inférieure à 100 mmHg. Ça, c'est au repos. Mais si on fait un effort, le sang va passer plus vite, les globules rouges vont réduire leur temps de passage dans le capillaire, et du coup, même dans une fibrose modérée, il n'y aura pas le temps de réaliser correctement cette diffusion de l'oxygène. Donc, la pression entre l'alvéole et le capillaire ne va pas s'égaliser, et le patient va manquer d'oxygène à l'effort. Et donc, ça va expliquer en partie la dyspnée d'effort. Donc, la sortie de la zone d'échange, le sang capillaire aura une pression bien inférieure à 100 mmHg, parfois inférieure à 60 mmHg, ce qui peut justifier de la prescription de l'oxygénothérapie. Donc, pour conclure, concernant les volumes pulmonaires, dans la fibrose, le poumon est peu compliant, il est difficile à distendre, et donc il faut exercer une importante pression par les muscles respiratoires autour du poumon pour inspirer un volume d'air donné. À l'effort, il y a cette difficulté à majorer encore plus les volumes inspirés et expirés, du coup un travail musculaire inspiratoire trop important qui participe à l'essoufflement, à la dyspnée. Concernant la diffusion alvéolo-capillaire, l'épaississement et la réduction de la surface de la membrane alvéolo-capillaire vont représenter un obstacle au passage ou à la diffusion de l'oxygène, de l'air inspiré dans le sang, ce qu'on mesure par le TCO ou la DLCO. Et ce phénomène se manifeste surtout et d'abord à l'effort et explique l'hypoxémie d'effort d'abord et puis même l'hypoxémie de repos et donc les difficultés que les porteurs de fibrose pulmonaire ont à faire un exercice, surtout un exercice dans la durée, donc la fatigue et la dyspnée. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Enaké, pour toutes ces explications et toutes ces images très pédagogiques qui sont très utiles pour comprendre notre maladie et puis la présentation qui va suivre. On se retrouvera tout à l'heure pour la séance de questions-réponses. On va maintenant passer la parole au docteur Gilles. Docteur Gilles, bonjour. Nous tous patients, nous connaissons très bien tous les acronymes CPT, CVF, DLCO,
dont on nous parle en résultat des EFR, mais on ne sait pas toujours ce qui se cache réellement derrière, donc on compte sur vous pour tout nous dire sur le sujet. Bonjour Jean-Michel, merci à la PEFPI de m'avoir sollicité pour cette présentation et merci à Roche pour le soutien logistique pour l'organisation de cette réunion. Alors, évidemment, voilà. Donc voici le plan que je vais suivre. Et je vais commencer par une brève introduction pour rappeler que les EFR de repos, je vais surtout me focaliser en fait sur les EFR de repos et je vais assez peu parler d'exercice. C'est un ensemble d'examens permettant d'explorer le fonctionnement et l'efficacité de l'appareil respiratoire avec de très nombreuses indications qui peuvent être d'orienter pour trouver une cause à certains symptômes respiratoires, d'évaluer une diminution de la fonction respiratoire, donc une atteinte fonctionnelle en cas de maladie déjà connue ou en cas d'exposition particulière comme le tabagisme ou d'autres aérocontaminants ou médicaments qui pourraient être toxiques, de suivre cette évolution au cours du temps, l'effet de certains traitements, une évolution également préopératoire quand il y a une chirurgie du thorax qui est prévue. C'est un examen globalement qu'on appelle de l'état respiratoire stable, donc on essaye de faire en dehors d'un épisode d'exacerbation ou de bronchite ou d'aggravation, mais plutôt en attendant le retour à l'état antérieur quand c'est possible ou quand il n'y a pas d'urgence médicale. Il faut que le patient soit capable de réaliser les manœuvres, donc qu'il puisse tenir assis, qu'il puisse insérer l'embout buccal dans la bouche, qu'il supporte le pince-nez. Et finalement, il y a assez peu de contre-indications. Un événement cardio-respiratoire récent, comme le pneumothorax, l'hémoptysie, c'est des crachats sanglants, ou un infarctus ou un accident cardiovasculaire, par peur que ça se reproduise du fait de l'examen. Une maladie contagieuse, quelle qu'elle soit, ça c'est plutôt pour protéger les autres patients et le personnel soignant. Mais finalement, en fait, en général, on peut réaliser les EFR. En revanche, ce qui est critique, c'est la qualité de la réalisation. Il y a à peu près 10% des examens qu'on ne peut pas rendre parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension ou une mauvaise réalisation des manœuvres. Ce qui ne veut pas dire que la fois d'après, ça ne marchera pas. Quelques mots également sur ce qu'on appelle les valeurs normatives, donc les normes, les valeurs attendues, les valeurs de référence. Tout ça, c'est à peu près synonyme. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, en fait, les volumes pulmonaires, ils ne sont pas identiques au cours de la vie. Évidemment, dans une première partie de la vie, ils grandissent, c'est la croissance, et donc la cage thoracique grandit avec le reste du corps. Et donc entre 0 et 20 ans, tous les volumes pulmonaires augmentent. Et puis, il y en a certains qui après vont lentement diminuer, c'est le vieillissement du tissu pulmonaire. Donc c'est le cas de la capacité vitale. Ici, c'est la CVF chez les hommes, ici, c'est la CVF chez les femmes. On n'a pas tout à fait les mêmes valeurs attendues, même à taille égale. Évidemment, la taille, les valeurs attendues dépendent de la taille. Elles dépendent aussi un petit peu de l'ethnie des patients. La CPT, la capacité pulmonaire totale, elle a aussi tendance à diminuer, alors que le volume résiduel, le VR, lui, il va continuer à augmenter au cours de la vie, même s'il augmente moins vite. Et la DLCO, elle va aussi plutôt avoir tendance à diminuer. Tout ça pour dire que l'expression des résultats en valeur absolue est insuffisante et il faut donc rapporter ces résultats à une valeur attendue, puisque évidemment dire 4 litres de CV, eh bien, ça peut être normal, enfin en tout cas dire 3 litres de CV, ça peut être normal à un certain âge, alors que ça serait anormal à un âge plus jeune. Et donc on a deux stratégies d'interprétation des examens, une qu'on appelle longitudinale, qui consiste à comparer les valeurs d'un sujet à ses propres valeurs antérieures et voir s'il y a une évolution, qu'elle soit péjorative ou bénéfique, ou une stabilité au cours du temps. Et puis une stratégie qu'on appelle transversale, qui est donc de comparer les valeurs du sujet à des valeurs de référence. Et pour ça, on a besoin de valeurs chez une population qu'on appelle saine. Et je vais expliquer dans la diapositive suivante quel est ce concept, et ça va nécessiter une définition statistique de la normalité.
Donc, pour avoir des valeurs de référence, on fait souffler des sujets qu'on appelle sains, c'est-à-dire qui n'ont pas d'intoxication tabagique présente ou passée et pas de maladie cardio-respiratoire connue. Et donc, les banques de valeurs de référence, elles comportent soit plusieurs centaines ou plusieurs milliers ou parfois plusieurs dizaines de milliers d'individus sains dans une zone géographique qui peut être un pays ou un continent ou le monde entier. Pour les nouvelles normes, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde entier. Et on a donc des modèles mathématiques qu'on applique à ces populations. Et en fonction de l'âge, de la taille et du sexe, et éventuellement de l'ethnie, avec quelques réserves, on pourra en reparler éventuellement, concernant l'ethnie, eh bien, on peut savoir pour chaque variable, la CV, la CPT, le VMS, la DLCO, quelle est la valeur qu'on attend chez un sujet donné. Et donc, on va comparer la valeur du sujet à la valeur moyenne des sujets de même âge, même taille, même sexe. Et puis, on va donner aussi un autre résultat qui s'appelle le Z-score, qui en fait situe la déviation par rapport à la valeur moyenne. Plus le Z-score est élevé ou diminué, plus on est éloigné de cette valeur moyenne. Alors, on va surtout insister sur les volumes pulmonaires et les débits des voies aériennes. Il y a deux types de volumes pulmonaires, les volumes mobilisables, dont le docteur Enaké vous a parlé. Et là, à mesurer, c'est relativement simple, puisqu'il faut mesurer une modification de volume entre un point A et un point B. Et ça se fait par une spirométrie. Et le concept de spirométrie, il existe en fait depuis extrêmement longtemps. Pour mesurer les volumes non mobilisables, et notamment le volume résiduel, c'est-à-dire le volume qui, quand on fait une expiration maximale, reste dans la cage thoracique, puisqu'il y a encore de l'air, même si on n'arrive plus à expirer. Et pour mesurer ce volume, il va falloir des techniques un petit peu plus complexes. La plétismographie, donc la cabine, ça je vais vous en parler, ou la dilution à l'hélium, ça on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est une technique alternative. Donc les volumes mobilisables, ça vous avez déjà vu cette diapositive par le docteur Enaké. La somme de tous les volumes mobilisables qu'on peut mesurer en spirométrie, c'est la fameuse capacité vitale, la CV, qu'elle soit lente ou forcée. Et puis donc, les volumes non mobilisables, le VR, je vous ai expliqué à quoi ça correspondait. Et puis les volumes qui comprennent le VR, et notamment la capacité pulmonaire totale, la CPT, qui est la somme entre la capacité vitale et le volume résiduel. Donc c'est l'ensemble des volumes dans la cage thoracique quand on gonfle les poumons au maximum. Alors certains d'entre vous reconnaissent peut-être le docteur Lucille Cézé qui s'est prêté au jeu des photographies. Voilà comment se déroule une spirométrie. Le cœur de la spirométrie, c'est le pneumotachographe. Je reviendrai sur les diapositives suivantes. Il y a un filtre antibactérien pour éviter de contaminer les tuyaux de l'appareil, un embout buccal, un pince-nez, des tuyaux différenciés inspiratoire et expiratoire pour ne pas réinspirer son propre gaz carbonique. Et tout ça, évidemment, est piloté par un ordinateur. Le pneumotachographe, c'est vraiment l'organe principal de la spirométrie. C'est une petite grille avec des mailles extrêmement fines. Et alors, l'idée n'est pas de faire un cours de physique, mais voilà quand même le principe du calcul des débits et des volumes. Cette grille, le pneumotachographe, on en connaît la résistance à l'écoulement de l'air et on dispose d'un capteur de pression juste avant et juste après. Et en fait, les débits qu'on note V avec un point, ils sont fonction de la différence de pression entre avant et après la grille, c'est ce qu'on appelle la perte de charge, divisée par la résistance de la grille. Donc on connaît tout ça, en fait, et donc on a les débits qui soient expiratoires, que le patient souffle, ou dans l'autre sens, inspiratoire, si le patient gonfle ses poumons. Et puis, pour obtenir les volumes, en fait, on fait une intégrale des débits en fonction du temps. Donc, le fait d'enregistrer en continu ces débits grâce à l'ordinateur, ça nous permet de calculer les volumes. Donc, avec une spirométrie, on mesure tous les volumes mobilisables. Et donc, vous avez compris, celui qui nous intéresse le plus, c'est la capacité vitale. Les débits instantanés qui sont repérés sur la courbe débit-volume, je vais vous le montrer juste après. Un autre débit qui est un débit moyen, qui s'appelle le VEMS, volume expiratoire maximal seconde, et puis le rapport entre VEMS et capacité vitale, qui s'appelle le rapport de Tifno,
ces deux dernières variables, en fait, elles sont surtout utiles pour les maladies des voies aériennes, comme la bronchite chronique liée au tabac, la BPCO ou l'asthme, moins intéressantes dans la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est surtout une diminution des volumes et qui est plutôt une maladie du tissu pulmonaire. La courbe débit-volume, avec les débits en ordonnée et les volumes en abscisse. Quand on demande au patient de gonfler à fond, donc il part de sa CPT et il souffle le plus fort et le plus longtemps possible. Et voilà ce qui s'imprime, c'est la partie expiratoire de la courbe, avec des débits qui sont immédiatement très importants. Et puis, au fur et à mesure qu'on termine l'expiration, on expire de moins en moins vite. Et puis après, on demande au patient de faire l'inverse, de gonfler fort et rapidement. Et c'est la partie inspiratoire de la courbe. Et donc, tous les débits instantanés dont je vous parlais précédemment. Alors, pardon, oui. D'abord, la capacité vitale, c'est donc le volume maximal qu'on a pu inspirer ou expirer. Et ici, comme c'est au cours d'une spirométrie forcée, eh bien, on la note CVF. Et puis tous les débits instantanés dont je vous parlais, ils sont repérés ici, mais bon, ils sont surtout intéressants pour les maladies des voies aériennes, plus que les maladies du parenchyme pulmonaire, du tissu pulmonaire. Et donc, ce n'est pas vraiment ce qui est important pour la FPI. Et puis donc, pour mesurer les volumes non mobilisables, on utilise une cabine étanche et indéformable qui s'appelle un plétismographe et qui va donc permettre de mesurer la CPT, la CRF, le VR. Alors là encore, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ce n'est pas intéressant, surtout qu'on dispose d'un temps qui n'est pas infini, mais ça repose sur la loi de Boyle-Marriott qui statue que la multiplication, le produit pression fois volume est une constante. Et donc, en fait, cette cabine est équipée de capteurs de pression, un capteur de pression au reflet de la pression dans la cabine, et un capteur de pression qui est le reflet de la pression des alvéoles, et donc qui va être capté à la bouche. Et pour que la pression entre la bouche et les alvéoles soit égale, on est obligé d'obturer le circuit. Et donc, le patient, avec un pince-nez, respire normalement et on occlue le système. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait une plétismographie, on entend la fermeture du circuit. Et donc, c'est comme si, en plus de vous pincer le nez, on vous plaquait une main sur la bouche et qu'on vous disait continuez de respirer. Et donc, en gonflant les poumons, ça va comprimer l'air dans la cabine. Et donc, ça fait augmenter la pression. Et en essayant de vider les poumons, même s'il n'y a pas d'air qui sort puisque le tuyau est bouché, eh bien, ça diminue la pression dans la cabine parce qu'on diminue le volume de la cage thoracique et donc il y a plus d'espace pour le gaz dans la cabine. Et donc, en fonction de la relation entre la pression dans la cabine et la pression à la bouche, qui est donc la pression dans les alvéoles, on va pouvoir mesurer les volumes mobilisables. Une fois qu'on en mesure un, et ici c'est la CRF, on peut en déduire les autres. Et donc comme ça, on a tous les volumes pulmonaires. Je vous ai également mis une diapositive afin de mieux appréhender le compte-rendu d'une EFR. Il y a en général, alors évidemment selon les centres, la présentation change, mais le contenu des colonnes est toujours un peu le même. Il y a une colonne où on a les fameuses valeurs théoriques qui dépendent de l'âge, du sexe et de la taille. Donc la valeur qu'on tendrait à attendre chez l'individu qui va souffler. Il y a les valeurs réelles du sujet qu'on a mesurées, et puis donc un pourcentage de la théorie qui est le rapport entre les valeurs du sujet et les valeurs théoriques. Et puis, on a une représentation du Z-score qui peut être soit un chiffre, soit une représentation un peu graphique avec des points verts quand c'est normal, des points orange ou rouge quand c'est hors des limites de la normale. Donc, quand on a un Z-score à 0, c'est qu'on est pile poil à 100% de la valeur théorique, on a pile poil la valeur attendue. Et puis, on peut représenter la limite inférieure de la normale, donc en dessous de laquelle il est considéré comme étant pathologique de se trouver. Et pour toutes les variables, que ce soit la CV, la CPT, la DLCO, la limite inférieure de la normale, c'est un Z-score à moins 1,64. En termes de volume et débit, la FPI, ça donne classiquement un trouble ventilatoire restrictif, c'est-à-dire une diminution des volumes pulmonaires de
l'ensemble des volumes pulmonaires. Donc, sur la courbe débit-volume, ça donne une forme qu'on appelle en cloche, c'est-à-dire que par rapport à la forme attendue qui est ici les courbes noires avec l'enveloppe grise, la courbe d'un patient qui a une FPI et un trouble ventilatoire restrictif s'arrête plus vite, ce qui traduit donc une diminution de la capacité vitale et une diminution des autres volumes. Et donc, si on regarde individuellement les volumes, en fait, ils sont diminués. Ça correspond au point rouge que vous voyez ici. Je vais maintenant passer à la capacité de transfert ou diffusion. C'est synonyme, et c'est pour ça qu'on peut parler de TLCO ou DLCO. On utilise le CO, le monoxyde de carbone, parce qu'il se comporte comme l'oxygène pour passer de l'alvéole au capillaire sanguin et se fixer sur l'hémoglobine. On ne peut pas mesurer directement la diffusion de l'oxygène, donc c'est pour ça qu'on utilise le monoxyde de carbone. Et donc le principe, c'est de faire respirer une petite quantité de monoxyde de carbone, demander au patient de tenir l'apnée pendant 10 secondes. Pendant ces 10 secondes, le monoxyde de carbone va diffuser, il va traverser les alvéoles et se fixer sur l'hémoglobine. Et puis après, on va récupérer de l'air et on va faire la différence entre ce que le patient a inspiré, ce qu'il a expiré. Donc la différence, en simplifiant, c'est ce qui a diffusé. Et ce qu'on a pour le CO, en fait, c'est à peu près équivalent de ce qu'on aurait si on pouvait le calculer simplement pour l'oxygène. Et puis, on fait respirer un deuxième gaz qu'on appelle un gaz traceur, qui peut être l'hélium ou le méthane, qui lui ne va pas traverser les alvéoles, il va rester dans les voies aériennes et donc il va nous donner une variable qu'on appelle VA, volume alvéolaire d'échange, qui correspond à peu près à la CPT. Et donc, la raison pour laquelle on calcule le VA, c'est que ça nous permet de donner le coefficient de transfert KCO, qui est en fait le rapport entre la DLCO brute et ce volume alvéolaire d'échange, et ça permet d'être un petit peu plus fin dans l'analyse de la DLCO. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on a besoin de la concentration en hémoglobine pour donner une DLCO corrigée. Et donc, soit on prend les valeurs d'une prise de sang récente, soit on va faire un dextro, enfin comme un dextro pour surveiller le taux de glycémie chez les patients diabétiques. Et bien là, c'est le même principe, on prend une goutte de sang et on calcule l'hémoglobine. On mesure la concentration en hémoglobine. Donc voilà comment ça se passe. Le patient respire quelques cycles, quelques inspirations, expirations, et puis après, on lui demande de vider les poumons. Donc il va partir de son volume résiduel. Et puis, on lui demande de prendre une inspiration maximale, donc il passe de son VR à sa CPT en mobilisant sa capacité vitale. Et donc il inspire les deux gaz, le CO et le gaz traceur. Pendant les 10 secondes d'apnée, donc comme je vous le disais, le CO diffuse, alors que le gaz traceur, lui, reste dans les voies aériennes. Et puis donc après, on va récolter le gaz qui est expiré, et on va comme ça pouvoir faire la différence entre ce qui a été inspiré et ce qui a été expiré. Dernier point rapide sur les échanges gazeux au repos, donc pour les gaz du sang de repos. Et puis, c'est le seul moment où on va parler d'exercice pour le test de marche des 6 minutes. Et puis, on n'aura pas le temps de parler d'exploration à l'effort avec un masque, donc les EFX. On pourra éventuellement en parler pendant les questions si vous voulez. Donc, il y a deux manières de prélever des gaz du sang. La méthode de référence, et qui est la plus courante, c'est de ponctionner directement dans une artère. En général, c'est l'artère radiale du poignet. L'inconvénient principal, c'est que c'est douloureux. Et on a une alternative qui est ce qu'on appelle le prélèvement sur capillaire artérialisé. Ça consiste à appliquer une pommade sur le lobe de l'oreille qui va chauffer l'oreille et donc dilater les capillaires, donc les petits vaisseaux de l'oreille. Et si on fait une petite piqûre, donc pareil avec une aiguille à dextro, les gouttes de sang qui coulent ont une composition qui est très proche de la composition du sang artériel. Là, en revanche, il faut être équipé de ces petits tubes en verre ou en plastique, et il faut être vraiment à côté de la machine à gaz du sang pour mesurer les gaz du sang. Et il peut y avoir quelques erreurs de mesure, donc parfois on est quand même obligé de recontrôler avec un vrai gaz artériel, mais chez les personnes qui ont des gaz du sang répétés, dans certains laboratoires de FR, ça permet quand même d'éviter certains gaz du sang et d'économiser un petit peu les artères et la douleur en lien avec les prélèvements. Voici, alors c'est une fausse identité, hein, rassurez-vous. Voici un exemple de ce qu'on mesure au gaz du sang, donc la pression partielle en oxygène et puis la saturation. Mais en fait, tout ça, on a déjà l'information
très fiable avec un saturomètre qui donne également la saturation et qui est bien corrélé à la pression partielle en oxygène. Donc, pour l'oxygène, finalement, sauf cas particulier, on a une bonne approximation déjà avec le saturomètre qu'on met au bout du doigt. En revanche, ça donne des renseignements supplémentaires qui sont la quantité de CO2 dans le sang, le pH du sang, la concentration en hémoglobine, la concentration en bicarbonate, la concentration en lactate. Donc ça donne certains renseignements supplémentaires. Et ça permet de s'assurer qu'on peut utiliser le saturomètre au bout du doigt de manière fiable et qu'il n'y a pas de discordance pour une raison X ou Y entre ce qu'on a vraiment sur le sang et ce qu'on a au bout du doigt. Et puis le test de marche des 6 minutes donc, consiste, comme son nom l'indique, à marcher pendant 6 minutes d'un pas égal, mais éventuellement encouragé, avec des arrêts qui sont autorisés, et soit en air ambiant, soit en respirant de l'oxygène pour voir si ça améliore les performances. Et puis, les deux variables qui vont nous intéresser plus particulièrement, c'est la distance parcourue et donc la saturation en oxygène au cours de l'exercice. On regarde aussi la fréquence cardiaque, éventuellement la fréquence respiratoire et puis l'intensité des symptômes, notamment la dyspnée, l'essoufflement. Alors, tout ça, à quoi ça sert dans la fibrose pulmonaire idiopathique? Eh bien, évidemment, ça sert à évaluer la sévérité de l'atteinte fonctionnelle. Alors, la sévérité d'un trouble ventilatoire restrictif, ça s'évalue sur l'importance de la diminution des volumes. Donc, le fait que les volumes soient diminués, ça s'appelle un trouble ventilatoire restrictif. Et plus les volumes sont diminués, plus ce trouble ventilatoire est sévère. Alors, il n'y a pas d'échelle consensuelle. Donc, là, je vous ai mis l'exemple de 2 échelles. Après, les termes importent finalement assez peu. L'idée, c'est que c'est assez proportionnel. Plus les volumes diminuent, plus c'est sévère. Et pour la diffusion, le transfert, c'est le même principe. Si la DLCO est diminuée, le transfert est diminué. Et plus la DLCO est diminuée, plus cette altération est dite sévère. Et puis, évidemment, c'est tout à fait capital dans le suivi d'un patient, donc le suivi qu'on appelle longitudinal. Probablement que c'est plus sensible que le scanner pour voir des petites variations de l'état respiratoire et que même si on n'a pas à l'œil nu pour le radiologue de modification du scanner, on peut sur 2 examens, 2 EFR successives, voir des variations un petit peu plus fines, encore que l'intelligence artificielle va probablement améliorer les performances du scanner. Et ce qu'on considère comme une variation significative des volumes, donc notamment de la CV, qui est le volume le plus simple à surveiller, c'est une variation d'au moins 10%. Et alors, soit c'est 10% de la théorique, c'est ce qu'on appelle une variation absolue, soit c'est 10% en variation relative, c'est-à-dire par rapport à la valeur précédente. Et en fait, ça dépend un peu des écoles et ça peut dépendre des études si c'est dans le cadre d'une étude. Et on va parler d'une variation marginale, si c'est une variation entre 5 et 10%. Donc ça, c'est pour la CV. Et pour la DLCO, les seuils de variation significative et marginale, c'est respectivement 15 et 7,5%. Alors ces seuils, ils ne viennent pas de n'importe où, ils viennent d'une littérature assez abondante. Et là, je vous en ai mis un exemple. C'est une étude qui a regroupé les patients issus de 6 essais randomisés contrôlés, des essais thérapeutiques, qui étudiaient l'effet de traitement antifibrosant. Mais là, c'était les patients qui étaient dans le groupe placebo, donc qui n'avaient pas reçu la molécule active. Ça concernait un petit peu plus de 1000 patients. Et donc, si on regarde le déclin de leur CVF forcé, à tout le groupe, il était celui-là. Mais après, ça a été divisé en bleu ceux qui avaient un déclin, soit une stabilité, soit un déclin inférieur à 5%, c'est-à-dire pas considéré comme un déclin réel. En rouge, un déclin marginal, entre 5 et 10%. En vert, un déclin significatif, mais limité à 15%, donc entre 10 et 15. Et puis en jaune, un déclin supérieur à 15%. Et on voit que ici, sur cette courbe de survie à droite, les groupes 1 et 2 avaient une survie qui était équivalente, qui avait donc que le déclin marginal de la CV pris isolément, finalement, n'est pas nécessairement en soi un facteur de mauvais pronostic, mais par contre que la survie était diminuée dans le groupe des déclins entre 10 et 15%. Et
Et là, ça devenait très important pour le groupe avec un déclin supérieur à 15%. Donc, si la fonction respiratoire diminue trop et trop rapidement, c'est vraiment un signe de mauvais pronostic. Il n'y a pas de définition réellement consensuelle de ce qu'on appelle la progression de la fibrose pulmonaire idiopathique. Dans la plupart des essais thérapeutiques, voici les critères qui sont utilisés. Soit un déclin donc significatif de la CV, au moins 10%, et on a vu sur la diapositive précédente que c'était en soi un facteur de mauvais pronostic. Soit un déclin marginal, mais donc pas pris tout seul, soit s'il est accompagné d'une aggravation des symptômes respiratoires ou d'une aggravation des images radiologiques. Là, on considère, même si le déclin est marginal, qui correspond à une authentique aggravation de la maladie, soit une aggravation des symptômes avec une aggravation des images radiologiques, même si ça ne s'était pas traduit par une dégradation des EFR. Et alors, donc ça, c'est pour les essais, mais dans la vie réelle, on voit bien qu'il manque certaines notions. Il n'y a pas là de notion de temporalité, donc c'est pas la même chose évidemment de s'aggraver en 6 mois et de s'aggraver en 2 ans. Donc probablement ça a une importance de fixer un peu mieux la temporalité. Et puis on parle pas de DLCO, on parle pas de distance parcourue au test de marche. Il y a d'autres critères à faire rentrer en ligne de compte quand on est clinicien face à un patient, évidemment. Pour le test de marche, donc on s'intéresse à la distance de marche. Soit la distance parcourue totale est inférieure à 250 mètres, soit on a perdu 50 mètres par rapport au test de marche précédent, et ça, c'est plutôt des signes d'alerte. Et pour la saturation, si la saturation qui, normalement, est censée être supérieure à 92%, disons, si elle diminue en dessous de 80% au cours du test de marche, on va considérer l'opportunité de mettre une oxygénothérapie de déambulation, et parfois même entre 80 et 85 ou 80 et 90%, s'il y a des symptômes associés et si en refaisant le test de marche avec de l'oxygène, on a l'impression que ça améliore les symptômes ou que ça améliore la distance. À ce moment-là aussi, ça peut être une bonne indication d'oxygénothérapie de déambulation. Et puis enfin, les EFR, ça peut servir à dépister des complications, notamment l'apparition d'une hypertension pulmonaire, en surveillant les évolutions comparées de la DLCO et de la CV. Si on a l'impression qu'il y a une évolution discordante et que la DLCO décroît plus vite que la CV. C'est quelque chose qui avait été bien décrit dans la sclérodermie diffuse, qui est une maladie auto-immune, qui est un bon modèle pour ça, puisque ça peut donner à la fois des fibroses pulmonaires, même si elle est différente de la FPI, mais il y a quand même certains mécanismes communs, et ou une hypertension pulmonaire, voire les deux en même temps. Mais on sait que dans la FPI aussi, il peut y avoir l'apparition d'une hypertension pulmonaire. Et dans certains articles, et notamment dans cet article de 2019, il a été montré que c'est un des facteurs qui peut permettre de dépister un peu précocement l'apparition d'une hypertension pulmonaire avec le scanner, avec l'échographie cardiaque. Voilà. Et donc en conclusion, les EFR, donc, c'est un ensemble d'examens standardisés, généralement reproductibles. Elles sont fondamentales dans l'évolution initiale et dans le suivi d'une FPI. Elles sont très bien corrélées au pronostic de la FPI et elles constituent également une aide au dépistage de certaines complications et notamment l'hypertension pulmonaire. Merci et donc à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Dr Gilles, pour cet exposé très clair qui va éclairer de nombreux participants à cette conférence. Puis je dirais avec le Dr Enaké, en plus, vous nous avez fait 2 beaux exposés qui ont eu le mérite, en plus de nous instruire, de faire travailler un ménage. Il fallait pas décrocher. Donc ça nous fait du bien aussi. Le temps est passé très vite, mais il y a quand même quelques questions. Une première sur la vie quotidienne, en fait, et quel enseignement tirer des résultats des EFR pour un patient FPI dans sa vie quotidienne, et en particulier pour sa capacité à faire de l'activité physique. Alors, là, on a surtout parlé des EFR de repos, et donc, par définition, on a peu parlé de l'effort, sauf un peu le test de marche. Et finalement, un chiffre pris seul sur des EFR de repos n'est pas forcément un bon reflet des capacités à l'exercice, puisque
avec la même CV, avec la même DLCO, deux patients différents vont pas forcément avoir les mêmes performances. Donc, c'est vraiment un élément parmi d'autres et ça dépend aussi de la condition physique préalable, de l'activité physique qu'on a pu maintenir malgré la maladie, d'à quel point il y a une diminution du taux d'oxygène à la marche. Et donc, si c'est le cas, est-ce que c'est une aide de mettre de l'oxygène à la déambulation? Donc, il n'y a pas de réponse simple en fait. C'est vraiment une réponse intégrée au sein de ce que ressent le patient et de ce que lui ressent notamment à l'exercice. Évidemment, il y a une corrélation entre ce qu'on voit au repos et ce qu'on voit à l'exercice, mais elle n'est pas parfaite. Et elle est modifiable par d'autres conditions. Donc, si je comprends bien, le critère serait plus la saturation, en fait. C'est un La bon critère. désaturation. Ouais. Oui, la désaturation, alors c'est un bon critère, mais ça explique pas la totalité non plus de l'essoufflement. Évidemment, quand le taux d'oxygène diminue trop bas au cours de l'exercice, par réflexe, ça va accélérer la fréquence respiratoire. Et respirer très rapidement, c'est quelque chose qui est très inconfortable, donc qui peut très clairement limiter l'exercice. Mais néanmoins, comme je disais, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, et notamment la musculature, le fait d'avoir réussi à maintenir une activité. Donc, l'utilisation de l'oxygène aussi par les fibres musculaires n'est pas la même d'une personne à l'autre, et ça module en fait les symptômes ressentis. Merci. J'avais juste une deuxième question avant de conclure. Pour nous, il est parfois difficile de comprendre les résultats, puisqu'en fait, on voit souvent des courbes en zigzag, c'est-à-dire que d'un examen sur l'autre, on peut avoir des valeurs qui vont remonter avant de redescendre. Je pense à la CVF, la DLCO, par exemple. Oui, alors, et encore plus probablement pour la DLCO parce que, comme vous l'avez vu, c'est un examen un peu plus compliqué. Il faut un analyseur de gaz, donc ça peut être un petit peu moins reproductible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les critères de variation significative ou marginale prennent des pourcentages un peu plus élevés. Alors oui, il y a une petite variation d'un jour sur l'autre. On n'arrive pas toujours à sortir le même volume. En théorie, il faudrait faire les EFR toujours sur la même machine, toujours à la même heure, parce qu'on sait qu'il y a des variations voilà, avant le repas, après le repas, le matin, le soir. Donc évidemment, on prend une petite marge et s'il y a une dégradation, souvent on essaye de la confirmer un peu rapidement pour être sûr que c'est pas une mesure qui était un peu pessimiste plus qu'une vraie dégradation. Après, ça dépend aussi si ça correspond à une période où le patient ou la patiente ressent un moins bien ou si en fait il n'y avait pas de. On y croit d'autant moins que le patient nous dit que lui, il n'a pas senti de différence, quoi, évidemment. Merci à tous les deux. Le temps va être venu de conclure. Mais bon, vous pouvez continuer à nous transmettre vos questions. Nous les ferons suivre au docteur Gilles, au docteur Enaké. C'est vrai que ce n'était pas toujours facile il fallait être concentré sur les présentations, donc peut-être pas facile de penser à des questions. Donc vous trouverez nos coordonnées sur la plaquette de l'association qui a téléchargé, puis également sur notre site que vous connaissez, et puis sur le site ensemble contre-fpi.fr qui va évoluer, donc vous aurez bientôt une nouvelle version disponible. Un grand merci Irina et Thomas pour nous avoir consacré votre temps précieux, tout en adaptant, je sais, vos cours à cet auditoire un petit peu moins calé que d'habitude. Merci à vous tous qui vous êtes connectés ce soir pour cette conférence. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et puis, voilà, prenez soin de vous, profitez de la vie. Et puis, j'ai envie de dire en cette semaine de la FPI, respirez la vie aussi. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle conférence. Au revoir à tout le monde. Merci.